Le 1er avril 2009, j'ai participé au 21e Carrefour européen sur la paroi végétale intérieure. Avant tout, on va parler de la sphaigne. Qu'est-ce qui peut bien se cacher sous un nom aussi bizarre? Il s'agit en fait d'une plante de la famille des mousses, les bryophytes. La sphaigne se décline comme toute plante en différentes espèces qui trouvent leur particularité dans leurs conditions de croissance, des conditions pédoclimatiques variées. L'espèce de sphaigne qui nous intéresse ici pousse dans le sud du continent sud-américain et en Nouvelle-Zélande. Cette sorte de sphaigne possède des caractéristiques agronomiques bien plus intéressantes que les sphaignes européennes. Son habitat est saturé d'eau douce pendant une grande partie de l'année. Elle ne possède pas de racines. Elle est constituée de feuilles articulées autour d'une fibre dont la partie aérienne pousse, tandis que sa partie immergée se décompose. La décomposition progressive de la partie immergée de la sphaigne donne, après plusieurs milliers d'années, de la tourbe blonde. Les avantages de la sphaigne. La rétention d'eau, 2000% du produit sec, ce qui veut dire qu'un kilo de sphaigne sèche est capable d'absorber 20 litres d'eau. Sa capacité de réhydratation, la sphaigne est capable de se gorger d'eau facilement et rapidement après dessèchement. Sa durée d'efficacité est décuplée. Mélangé à de la terre de jardin et à un peu d'engrais, un paquet d'1 kilo de sphaigne peut remplacer 10 sacs de terreau à base de tourbe. Sa décomposition très lente lui confère une longue durée de vie et donc d'efficacité dans le sol, et elle est de l'ordre de plusieurs années contre seulement quelques mois pour la tourbe. Et c'est un stimulant racinaire, la texture fibreuse et aérée de la sphaigne, son acidité et son pouvoir antibactérien en font un milieu de premier choix pour l'enracinement avec des résultats optimisés en bouturage, semis ou encore pour tout type de plantation. Par exemple, la culture des orchidées épiphytes, l'addition au sol de jardin pour remplacer la tourbe habituelle. Mais comment est-elle récoltée? La récolte de la sphaigne est une opération simple qui s'effectue à la main. Il suffit de plonger ses mains dans le marais en suivant le sens de la fibre à une profondeur d'environ 20 à 30 cm. La fibre se sépare d'elle-même de sa partie la plus fragile qui reste néanmoins de la matière vivante capable de se régénérer. De petites ficelles peuvent parfois également être utilisées de façon à récolter des poignées plus importantes et à couper plus facilement la fibre de la sphaigne à la bonne taille. La sphaigne gorgée d'eau est ensuite stockée dans de petits sacs de 50 litres avant d'être sortie du marais et de subir l'étape suivante, le séchage. Et que reste-t-il de la tourbière après le passage de l'homme? Lorsque la fibre est en cours de régénération, elle se ramifie et forme des coussinets plus denses que les fibres précédemment récoltées, comme un arbuste que l'on aurait taillé. On attend alors 4 à 5 années avant d'exploiter à nouveau la même parcelle qui donnera alors une nouvelle production. Des milliers d'hectares de tourbières parsèment le sud du Chili et permettent un approvisionnement en continu. Donc les jardins verticaux, est-ce que vous connaissez? Imaginez-vous un instant la scène suivante, une ville sous une couverture de végétation, un environnement urbain qui se comporterait comme un vaste biotope naturel. Ce serait en effet la solution à un problème qui touche le monde entier. Mais peut-être ne s'agit-il pas seulement d'un rêve éveillé, car il est techniquement possible, aujourd'hui, de couvrir entièrement un immeuble de végétation. Après la toiture végétalisée, il existe aussi des jardins verticaux. Christophe Spéard et Thomas Blangil de l'agence In Situ Gardens de Nivelles nous en disent plus sur l'origine de la réalisation et la fonction de ces systèmes. Patrick Blanc. L'homme qui a fait connaître au monde les jardins verticaux, c'est le français Patrick Blanc, artiste et botaniste. Il a déjà à son actif plus de 150 réalisations qui lui ont valu une réputation internationale. Tout a commencé pour lui à l'âge de 19 ans. À l'occasion de voyages dans des régions tropicales, il a remarqué que beaucoup de plantes des couches inférieures de la forêt poussaient spontanément sur des rochers et des troncs d'arbres. Et il s'est fait cette observation. Ces plantes doivent absolument disposer d'une humidité suffisante, mais elles ont à peine besoin de lumière, de soleil ou de substrat. Fasciné par cette découverte, il commence à expérimenter des structures portantes verticales et à chercher des plantes qui puissent pousser dessus. En 1994, il fait connaître son projet à un large public. À l'occasion du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire en France, ses constructions remportent un franc succès. À ce jour, Patrick Blanc réalise des projets dans le monde entier, en se concentrant plus particulièrement sur les commandes high-end et collabore avec de grands noms de l'architecture. Parlement de Bruxelles.
In Situ Gardens est l'entreprise qui réalise dans le Benelux et le nord de la France toutes les commandes de Patrick Blanc. Ce collectif d'architectes paysagistes est dirigé par Christophe Spéard, un Français qui s'est installé en Belgique après ses études d'architecte de jardin, et Marc Florin, paysagiste belge. J'ai rencontré Patrick Blanc au festival de Chaumont-sur-Loire, raconte Christophe Spéard. Nous avons rapidement sympathisé et je travaille avec lui depuis une dizaine d'années déjà. Un des projets les plus connus que nous avons réalisé pour lui est le Parlement de la région bruxelloise. On y trouve plus de 400 mètres carrés de jardins verticaux sur une hauteur qui atteint jusqu'à 27 mètres. Au total, nous avons intégré quelques 12 500 plantes à l'édifice. Pour la réalisation de ces projets, In Situ Gardens reçoit des schémas réalisés par Patrick Blanc et travaille ensuite selon ses méthodes de construction. On part d'une structure de base implantée à quelques centimètres du mur afin que l'air puisse circuler derrière. Le cadre comprend une grille d'acier galvanisé, d'aluminium ou d'inox. Vient ensuite une plaque de PVC puis une couche de feutre. Il s'agit d'un géotextile respirant et non biodégradable pourvu de nombreuses entailles dans lesquelles les plantes sont glissées. On place ensuite un tissu pour la protection des racines. Un système automatique d'irrigation dessert l'ensemble de la structure afin que toutes les plantes aient de l'eau. Des substances nutritives sont ajoutées à cette eau. Les plantes germent et se développent rapidement et vivent plus longtemps. Donc, les caractéristiques. Quelle est la fonction d'un jardin vertical? Tout d'abord, on cherche bien entendu un impact visuel, nous apprend Thomas Blangil, responsable des écosystèmes verticaux et des biotopes artificiels chez In Situ Gardens. Dans ce domaine, les possibilités sont pratiquement aussi illimitées que dans le cas des jardins horizontaux. L'aspect visuel est essentiel aussi pour ceux qui veulent associer le végétal à leur projet, mais qui disposent d'un espace horizontal insuffisant. À cet égard, un jardin suspendu offre l'avantage d'être plus rapidement aménagé. De plus, il porte en toute saison une végétation compacte et homogène qui couvre toute sa surface. Autre avantage de ce type de jardin, sa gestion, car le jardin et sa structure sont faciles à entretenir. Et bien sûr l'aspect écologique, grâce à leur métabolisme, les plantes forment autour de l'immeuble une barrière vivante contre la pollution. Les feuilles peuvent absorber des polluants comme le formaldéhyde, le xylène, l'ammoniac et le benzène. Et le système est capable d'assimiler et de purifier également les poussières et métaux lourds. Pour finir, n'oublions pas la photosynthèse qui permet de transformer le CO2 en oxygène frais. Les fonctions. Face à une demande de confort toujours croissante, les propriétés d'isolation thermique et acoustique des jardins verticaux en façade représentent des atouts non négligeables. L'irrégularité de la couverture constituée par les plantes et les propriétés physiques du substrat et de la structure garantissent une très bonne isolation acoustique. Classe A4, absorption jusqu'à 18 décibels, poursuit Thomas Blangil. Du point de vue de l'isolation thermique, l'immeuble bénéficie durant l'hiver des matériaux constitutifs. Thermique, donc il y a des valeurs, hein, K inférieur à 0,8 watts par mètre carré K. Donc l'immeuble bénéficie durant l'hiver des matériaux constitutifs de l'installation, du volume formé par les plantes et éventuellement du vide qui se trouve derrière. A l'inverse, le jardin vertical a une action rafraîchissante en été. L'évapotranspiration, il s'agit de la somme de l'évaporation et de la transpiration des plantes, génèrent des dépressions qui favorisent la circulation de l'air, rafraîchissant ainsi l'immeuble. Ces déplacements d'air et le fait que le mur soit humide amènent la question suivante. La façade doit-elle répondre à certaines conditions? Christophe Spéard. L'arrière de ces jardins est entièrement étanche. Aucune humidité ne s'échappe vers la façade. Il ne crée donc pas de dégâts, mais fonctionne bel et bien comme une couche protectrice. Jusqu'à maintenant, nous ne réalisions nos projets que sur des façades en béton ou en briques, et non sur des façades en bois, ce qui en fait ne devrait pas poser problème non plus. Dans ce cas, nous procéderons comme nous le faisons toujours, en concertation avec l'architecte. La seule exigence que nous posons est que la façade soit suffisamment solide. Ensuite, avec le concepteur, nous cherchons les bons emplacements pour l'ancrage. Cette approche sur mesure s'applique d'ailleurs aussi bien aux projets de rénovation qu'aux projets de construction neuve. La recherche et l'expérimentation. Le jardin vertical existe depuis déjà un certain temps.
Mais sa composition est loin d'être une science exacte, pour la bonne raison qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Chaque jour, on recherche comment améliorer le substrat, quelles sont les plantes les plus appropriées, comment réaliser des structures plus légères, etc. C'est aussi le cas chez In Situ Gardens, qui exécute également ses propres projets depuis 2 ans. À côté des bureaux se dresse un hangar spectaculaire qui sert de laboratoire de test. Il contient quelques 300 mètres carrés de jardin vertical. Tout ce que vous voyez ici, c'est de l'expérimentation pure, déclare Thomas Blangil. Une des recherches que nous effectuons actuellement concerne la possibilité d'utiliser les eaux usées des bâtiments comme source de nutriments pour les plantes. L'écologie est en effet une priorité dans nos tests. Ceux-ci ont entre-temps abouti à des adaptations importantes dans notre concept de jardin suspendu. En premier lieu, nous cherchons à limiter au maximum l'utilisation d'eau de ville. Nous nous servons de l'eau de pluie, nous prenons des substrats qui retiennent plus longtemps l'eau et nous choisissons des plantes adaptées qui nécessitent moins de nutriments. Nous essayons de réutiliser l'eau autant que possible grâce à un circuit fermé d'assainissement. Mais notre recherche ne se limite pas à la consommation d'eau. Nous essayons également de réduire notre empreinte écologique en utilisant des matériaux positifs pour l'environnement, qu'il s'agisse du substrat ou de la structure portante. En outre, nous limitons aussi l'énergie utilisée par le fonctionnement global du système et notre choix de plantes s'oriente toujours vers la composition d'écosystèmes utiles et capables de rapidement coloniser la surface de manière naturelle, ceci pour diminuer voire supprimer les entretiens futurs. L'intention première est bien de proposer des constructions propres, utiles et colonisées par un véritable écosystème. L'entretien. Le maître de l'ouvrage s'intéresse bien sûr avant tout à l'esthétique et au rôle écologique de son jardin, mais le facteur entretien est certainement bien placé aussi dans la liste des desiderata. Qu'en est-il? La période qui suit sa réalisation est la plus importante pour l'évolution d'un jardin suspendu, déclare Christophe Spéard. Il est recommandé de suivre le développement des plantes car durant la première saison, les soins sont d'une importance vitale pour obtenir une bonne fixation. Ces observations doivent tenir compte des plantes qui débordent de leur territoire ainsi que de l'orientation du mur, lumière, humidité. Si ce premier entretien est bien fait, on aura beaucoup moins de soins à donner par la suite. En général, un contrôle et un nettoyage ne seront alors nécessaires que 3 fois par an. Je dois toutefois ajouter que le choix des plantes est bien sûr déterminant pour l'entretien. La sélection doit être faite de manière logique et en fonction du système, de la situation géographique du projet et de l'orientation du mur. À l'avenir, In Situ Gardens a réalisé 5 projets de son propre chef. Nous sommes actuellement en train de travailler à la préparation de 5 nouveaux projets. Autrement dit, les gens s'intéressent de plus en plus aux jardins verticaux. C'est peut-être grâce aux réalisations existantes, mais nous savons que le prix de revient joue aussi un rôle, peut-être même le rôle essentiel. Nous parvenons maintenant à proposer des jardins verticaux un peu moins coûteux grâce à l'utilisation de matériaux adaptés. La question demeure de savoir quel avenir connaîtront les jardins verticaux. Alors que certains gourous de l'environnement rêvent déjà à voix haute de villes vertes au sens le plus littéral, ces jardins sont encore pratiquement inconnus de la majorité de la population. Ils n'ont pas encore le statut des toitures végétalisées, même s'ils offrent des avantages similaires. Peut-être les exigences de la PEB permettront-elles de faire découvrir leur qualité, ou peut-être n'est-ce qu'une question de temps. Quoi qu'il en soit, ces constructions vertes ont une contribution esthétique et environnementale particulièrement intéressante à apporter dans le cadre de la construction durable.